Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, mon comparse de toujours, Grégory Blanc, est une fois de plus away, on a mission. Par contre, on a dans nos studios satellites confinés nos deux collaborateurs fidèles. André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Et Olivier, le pilote désigné. Olivier Lacombe, pardon. Allô? Je suis full familière. Oui. Moi, je suis full familial ce matin. Et, full friendly. Ouais. Et, Greg n'est pas là. Est-ce qu'il y a une autre opération monolithe qui s'en vient? Écoute, je le sais pas, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec son duo de Suédoises, là. Fait que je sais pas trop comment je devrais le prendre, mais clairement, il est occupé autre part. Oui, on le salue et on a hâte qu'il revienne à l'émission. Hey, on commence par des nouvelles locales. André, ça a l'air qu'on a quelques précisions sur la question du jugement favorable à l'aéroport de Saint-Hubert. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Charles Vaillancourt, qui est président du conseil d'administration d'HL, donc la direction de l'aéroport de Saint-Hubert. Puis, histoire d'évaluer un peu, puis comment lui voyait ce jugement-là, parce que nous, on a eu le jugement, lui, il l'a interprété avec ses avocats maintenant, fait qu'on... Et souvent, d'avoir consulté un avocat après le jugement, c'est très pratique. Avant aussi, je pense, ils ont bien fait les choses. Oui, mais il y a des subtilités dans ce jugement-là qui sont importantes. D'abord, c'est sûr qu'il est content d'avoir gagné, d'avoir obtenu gain de cause, mais il n'est pas content d'avoir eu à être retourné en cours pour faire revaloir tous des points juridiques qui ont été... Quelque chose qui ressemblait à un droit acquis un peu, là. Ouais, ben, ce que le jugement du cours, le jugement du juge Castonguay a fait, c'est que lui a fait beaucoup de jurisprudence dans son jugement. Il a cité beaucoup de cas passés. Puis c'est un jugement qui pourrait faire aussi servir de jurisprudence parce que il a aussi également abordé la question de prendre des moyens détournés pour contraindre l'aéroport à respecter la volonté des opposants, par exemple. Mm-hmm. L'exemple, c'est qu'il y a un des membres de la CAPAL qui veut être candidat aux élections municipales à Longueuil à l'automne prochain. Et lui, il a dit, moi, si je suis élu, on va imposer des amendes aux compagnies aériennes et à l'aéroport s'ils opèrent de nuit. OK? Et déjà, dans son jugement, le juge dit, tu peux pas prendre des moyens détournés pour contrôler l'aéroport si tu ne l'as pas. Donc, c'était hors de sa juridiction. Mm-hmm. Donner des contraventions aux opérateurs et à l'aéroport, c'est un moyen détourné pour restreindre les opérations puis essayer de les contrôler. Donc, le juge Castonguay a dit, regarde, ça serait inutile. Mm-hmm. L'autre aspect... Fais-moi une petite précision au départ. Là. Est-ce que c'était un appel ou c'était une autre poursuite? C'était une autre poursuite. Ah. C'était et plus précisément la façon. Ouais, plus précisément, le regroupement, le CAPAL, a demandé l'interdiction des vols de nuit. Et au moment où ils ont déposé la demande d'interdiction des vols de nuit, ils avaient demandé une demande d'injonction interlocutoire pour les bloquer immédiatement, les vols. Mm-hmm. OK? Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la première audience, après avoir entendu l'argumentaire des avocats des parties défendresses, CAPAL a modifié à la deuxième journée d'audience, CAPAL a modifié sa requête parce qu'il voyait que là, l'argument qui avait été apporté par la défense était valide puis qu'il risquait de perdre. Oui, là, tu nous as expliqué la semaine dernière que, dans le fond, le tribunal a considéré que c'était malhonnête d'avoir fait des changements comme ça qui empêchaient les défendeurs de se défendre, de se préparer, dans le fond. Oui, puis dans le fond, qui servait juste à essayer de trouver une façon de gagner parce que la requête originale n'avait pas de sens. Comprends-tu? Mm-hmm. Oui. Donc, ça, c'est... L'autre chose aussi qui est importante de mentionner, c'est que les requérants, ils étaient deux. Tu avais le comité anti-pollution des avions à Longueuil et tu as une dame, Chantal Nicole, qui a mis son nom propre aussi, qui a poursuivi en son nom propre, OK?
Quand ces gens-là ont déposé la requête, ils ont mis en cause l'aéroport de Saint-Hubert. Ils ont mis en cause la compagnie Jetlines, Canada Jetlines, qui opère pas encore, mais qui avait signé une entente avec Saint-Hubert pour éventuellement opérer à l'aéroport. Nolinor, Chrono, OK? Et ils ont aussi mis dans la requête la Ville de Longueuil, NAV Canada, puis le procureur général du Canada. OK? Donc, ils ont poursuivi le procureur du Canada. Ouais, le procureur général du Canada a été mis en cause dans cette... ça me semble téméraire. Alors, tu as des frais juridiques de 7 parties. Toutes ces 7 parties-là ont eu des frais juridiques. Alors, quand le juge a ouvert la porte à une demande de compensation pour les frais juridiques, il a ouvert une commande de compensation pour toutes ces parties-là qui ont eu à se représenter. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Alors, il dit, Monsieur Vaillancourt ne peut pas se prononcer sur les frais juridiques des autres entreprises, mais il dit, il voit très bien que ça pourrait atteindre les 6 chiffres, là, le total des frais juridiques. Alors, tout ce beau monde-là, les 200 personnes du comité anti-pollution du CAPAL et la madame qui a mis son nom, risque de devoir rembourser ces frais-là. La question que je me pose, la dame qui a mis son nom personnel là-dedans, est-ce qu'elle va ramasser la moitié de la facture ou ils vont décider de séparer la facture à 200 s'ils décident, s'il y a des compensations de décider, OK? Et là, j'ai demandé à M. Vaillancourt, j'ai dit oui, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de s'asseoir avec les gens de CAPAL puis d'essayer de prendre une entente, dire, bon, on vous réclamera pas l'argent, mais on aimerait ça que vous acceptiez ce jugement-là puis que vous considériez que c'est final. Il dit, c'est sûr, M. Vaillancourt dit, c'est sûr qu'ils doivent faire ça, OK? Mais le problème qu'ils ont, c'est que si tu prends une entente avec CAPAL... Ils peuvent créer une autre corporation à côté puis recommencer, puis ça les lira pas. Il y a tout ça, il y a le fait que tu es un organisme public. Est-ce que tu vas t'en prendre à des citoyens? Il y a tout ce phénomène-là. Oui, mais en même temps, est-ce que aussi tu vas assumer les coûts pour des citoyens qui vont trop loin dans leur requête? Il y a tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Mm-hmm. Ce qui est clair, c'est que l'aéroport de Saint-Hubert a un comité de gestion du bruit. Les opérateurs, dans la mesure du raisonnable, sont prêts à accepter certaines mesures de mitigation, si tu veux, réduire le risque. Tu sais, les normes, les normes le nombre de réduction de bruit dans les aéroports de Transport Canada, ils adhèrent à ça, ils travaillent là-dessus. Maintenant, dans le cas de CAPAL, c'est qu'on veut complètement interdire les opérations. Dans ce cas-ci, on voulait complètement interdire les opérations de nuit. Ce qui aurait tué tout le monde parce que les écoles ont certaines opérations de nuit, les transporteurs ont certaines opérations de nuit. Bien que ce ne soit pas la majorité de leurs opérations, ça aurait affecté tout le monde. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'aéroport de Saint-Hubert, c'est un aéroport. Il y a la présence du 438 à l'aéroport. Absolument. Et eux, nos militaires ne peuvent pas juste s'entraîner de jour. Il faut aussi qu'ils s'entraînent de nuit. Parce que ça, c'est trop facile. Les envahisseurs, les adversaires du Canada, on va attendre que les gars du 438 soient retournés chez eux, mais on va attaquer. Mais on se comprend. Je caricature, là. Mais OK? Non, ben ça n'a pas de sens d'imposer des entraînements militaires de jour seulement. On s'entend, là. Ça n'a aucun sens. La Sûreté du Québec puis la GRC aussi sont à l'aéroport. Et eux autres aussi, ils ont des sorties de nuit. Quand il y a une urgence la nuit, il faut que les avions ambulances, les avions ambulances. Puis c'est comme, à un moment donné, M. Vaillancourt a donné l'exemple. Il dit, regarde, tu as la 116 à côté. S'il y a des camions bruyants qui passent la nuit sur la 116, est-ce qu'on va proposer de fermer la 116? Non. On va essayer de trouver des façons de rendre ça plus acceptable. Mais on ne va pas proposer de fermer la 116 parce que ça fait du bruit la nuit, tu comprends? Alors, pourquoi dans un aéroport, on propose de fermer l'aéroport quand ça dérange? Je pose la question. On se comprend. C'est compliqué, mais disons que le jugement semble assez... c'est assez... il était bien étoffé. Le juge Castonguay avait donné un jugement dans le... Je me souviens pour l'aéroport de Mascouche. OK. Oui, c'est vrai, c'était le même juge. Je ne sais plus exactement. Mais oui, le juge Castonguay, peut-être pas l'aéroport de Mascouche, mais un des dossiers d'aviation générale au Québec, le juge Castonguay avait rendu cette décision aussi déjà. Ça avait été favorable pour l'aviation également.
Moi, ben c'est ça, je pense qu'il commence à bien comprendre. Il a fait le tour du dossier, puis la juridiction au Canada, elle est là. La jurisprudence est claire. C'est le gouvernement fédéral qui mène, puis vous pouvez toujours contester, mais vous perdez votre temps. En même temps, ils n'ont pas tendance non plus à bulldozer les citoyens en général. Il n'y a personne qui vous oblige à rester là, à venir vous établir là. C'est connu depuis plusieurs années qu'il y a un aéroport là. Pour ceux qui en doutaient, 1900, combien on a dit la dernière fois? 1925? 27. 27, pardon. 27, même erreur. Bon, ouais. Enfin. On comprend mieux ce qui se passe et en fait, je suis contente que les tribunaux soient sensibles à la frivolité des poursuites qui ressemblent dans le fond à une poursuite bâillon, mais à l'envers, là, donc un mouvement grassroots, mais à suivre de ce côté-là. On va voir qu'est-ce qui va arriver. J'avoue que je trouve ça un peu triste dans la situation, comment ça vire. Je ne sais pas s'il y a une question d'avoir été de s'être fait faire des représentations pas nécessairement malhonnêtes, mais fautives de la part des avocats du groupe. Écoute, sur les chances de l'emporter, par exemple. Le juge Castonguay, dans son jugement, à un moment donné, le juge Castonguay a utilisé le terme « quérulant » en parlant des requérants. OK? C'est pas bon. C'est pas bon. OK. Bonne nouvelle, de l'autre côté, les retours à la production pour les Antonov 74. Oui, alors la compagnie Antonov a annoncé qu'elle songeait très sérieusement à relancer la production de l'Antonov 74. Alors, pour ceux que ça intéresse, l'Antonov 74, c'est un dérivé du 72, l'Antonov 72, donc un biréacteur à aile haute avec les biréacteurs montés à l'avant et en haut de l'aile. Il y en a un qui était venu cet été quand l'Antonov était en panne à Mirabel, hein? Là, je pourrais pas te le dire, Brandon. Je sais plus si c'était un 72 ou un 74, mais il était en panne, puis au lieu d'envoyer la pièce par FedEx, ils ont envoyé un Antonov, un 72 ou un 74 pour venir le dépanner. Ouais, ben ça, c'est typique d'Antonov. Quand ils sont mal pris, ils envoient leurs avions, ouais. Et la particularité de l'Antonov 72-74, c'est que on utilise le jet d'air des turbosoufflantes pour les projeter sur les ailes, donc ça crée de la portance même à basse vitesse. Ça réduit la distance au décollage. La différence entre un 74 et un 72, tu sais c'est quoi, Olivier? Non, vas-y donc. C'est que l'Antonov 74, on l'appelle le glacier ou l'Arctique, l'opération Arctique. C'est-à-dire qu'il a des équipements de dégivrage supplémentaires sur l'entrée des nacelles des moteurs, les barres d'attaque, les ailes, parce qu'il est fait pour les opérations arctiques. Donc, à très basse température, en gros, c'est ça. 160 avions produits en tout pour les deux versions, que j'ai pu voir. Donc, c'est quand même une production intéressante pour ce type d'appareil-là. Probablement qu'ils vont moderniser avec des moteurs aussi plus récents. Il me semble que j'ai D16, ça se peut-tu, ça? Ce type de moteur? Une chose grecque pour nous dire, c'est des D36, les moteurs. D36. Ouais, D36. Merci la précision. J'avais dit D16, mais c'était bien D36. Alors, ça se peut qu'on voit revenir. Te souviens-tu du mode code de l'OTAN pour l'Antonov? Cole. Cole, OK. Kohler. Kohler. OK. Qui veut dire? Un charbonnier. OK. Dans ce sens-là? OK. Ouais. Okay. Ben, c'est O-A-L-E-R, Kohler. Non, c'est correct. Je n'étais pas là. Ça ne s'écrivait pas comme ça dans ma tête. Fait que je me disais, pourquoi? Bref. Toi, tu pensais que c'est O-O-L-E-R? Oui, exact. Ben, en fait, j'ai présumé que ma première présomption, c'est que tu prononçais mal. Pardon. Magnix s'en va à Everett. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Magnix, c'est la compagnie qui fabrique des moteurs électriques pour l'aviation générale en ce moment. Donc, ils ont modifié un Beaver et un Cessna Caravan qui volent avec succès. L'entreprise était présente aux États-Unis, c'était pas en Californie. Oui, c'était en Californie, si ma mémoire est bonne, mais pas à Everett. Et elle était présente aussi en Australie. Elle regroupe ses opérations à Everett. Donc, on cherche, je pense, à profiter de la vague de mise à pied chez Boeing pour récupérer des talents, c'est évident. Mm-hmm. Ils espèrent certifier le Beaver pour la fin de l'année. En passant, le Beaver électrique,
ils espèrent le certifier pour la fin de l'année. Et cette entreprise-là va bien, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à récolter beaucoup de capital de risque. Donc, ils devraient être capables de mener à bien leur programme de développement. Puis, ultimement, ils veulent aller vers des avions beaucoup plus gros. Ils pensent qu'ils sont capables, à moyen terme, de se rendre vers des avions de 30 passagers et plus. À suivre. Intéressant. Gros dossier de politique internationale / de commerce. Certaines compagnies de la Chine sont mises à l'index sur des listes qui permettent au gouvernement, à plusieurs gouvernements, de restreindre les échanges qu'on fait en lien avec l'aéronautique avec certaines compagnies chinoises. Donc. Ouais. Donc, d'abord, Comac a été officiellement ajouté à cette liste-là. C'est le dernier en liste. Donc, dans le fond, la motivation des gouvernements là-dessus, c'est de dire, les Américains en tête, bien entendu, c'est de dire que les Chinois détournent la technologie commerciale, passager, à des fins militaires, ce qui leur permet de mettre à jour leur aviation militaire. Et comme les Américains veulent éviter ça à tout prix, ils viennent de soit rendre les choses très, très, très difficiles, soit carrément de les interdire, donc d'interdire les achats et les échanges technologiques entre l'aviation chinoise, l'aéronautique chinoise et la nord-américaine. Oui, puis je rajouterais, le gouvernement canadien a placé Xianing Aircraft, qui est une filiale de Avic. J'ai probablement j'ai mal prononcé, excusez. J'ai encore de la misère avec les noms chinois, Olivier, pour l'aviation. Je vais m'y faire, mais donc, c'est une filiale d'Avic qui travaille sur le MA700. Le MA700, au Bourget en 2017, Pratt & Whitney avait signé une entente avec eux pour fabriquer des PW150C pour le MA700. Le gouvernement canadien a décidé que tu ne pouvais pas exporter. Il refuse d'autoriser l'exportation des moteurs à la Chine pour exactement les mêmes raisons. Ils disent que ça pourrait servir à des fins militaires. Et avant l'émission, Olivier, tu as soulevé un bon point. Ouais, mais si la Chine veut faire du reverse engineering sur les PW150, ils ont qu'à acheter des avions usagés ou des moteurs usagés qui traînent un peu partout. Ben, ils ont déjà des moteurs là-bas. Bon, tu vois, en plus. Donc, s'ils voulaient vraiment le faire, la même chose, prends par exemple pour les PW1500 ou les PWG, les moteurs de Pratt à engrenage, les turbofans à engrenage de Pratt. Ils disent, non, on ne veut pas que ces moteurs-là se retrouvent en Chine. Ouais, mais regarde, la compagnie GTLK a 4 ou 5 C-Series de parquer dans un endroit qui ne servent pas, qu'elle est obligée de payer, puis elle ne peut rien faire avec. Penses-tu qu'ils ne seraient pas contents d'en vendre un à la Chine puis pour la faire démonter puis faire du reverse engineering? À un moment donné, là, je trouve que politiquement, on met beaucoup d'efforts alors que tu es certain que tu n'auras pas de résultat. C'est un peu particulier, d'autant que on sait aussi que de mettre trop de pression sur un marché, ça booste son développement. Donc, quand on a mis des contraintes importantes sur le Japon suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie est sortie de là très, 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 très renforcée. Même chose pour l'Allemagne. C'est pas vraiment une stratégie gagnante de dire on va tellement mettre de pression que vous allez mourir. C'est pas vraiment ça qui va arriver. C'est on va tellement mettre de pression que vous allez vous développer de manière autonome. Je trouve que c'est une stratégie un peu particulière. Quand on parle de la Turquie avant Noël avec les drones, là, que le Canada a bloqué l'exportation de certaines technologies, mais ça fait juste en sorte que les Turcs vont fabriquer leur propre technologie. Ils vont peut-être prendre 3-4 ans de retard, là. Oui, d'accord. Mais ils vont le faire, là. C'est ça, exactement. Puis ça va être plus problématique que si on avait eu des partenariats. On s'était posé la question aussi quand on a parlé des usines d'Airbus en Chine, que d'un côté, c'était un peu téméraire, mais de l'autre, sont les seuls à produire actuellement. Donc, Ouais. Alors, je trouve ça un peu bizarre. Cette stratégie protectionniste-là est plus anglo-saxonne, je te dirais, de tendance anglo-saxonne que ce qu'on peut voir en Europe. En Europe, on est beaucoup moins protectionniste en ce moment que dans les pays anglo-saxons. On l'a vu, l'Angleterre, les États-Unis. On le voit avec l'achat de Carrefour par Couche-Tard. Ils sont partis sur une croisade, là. Ouais, mais... Don't get me started. Ouais. Après Airbus puis Alstom, là, Ouais, regarde, OK, on parle... Bon, ça c'est un autre dossier.
Mais c'est ça. Alors, regarde, moi, l'apparence, je ne crois pas je ne suis pas un genre complotiste ou à avoir des complots partout, mais c'est comme si on avait décidé qu'il faut protéger notre industrie aérospatiale à tout prix de l'industrie aérospatiale chinoise. Donc, on va le mettre le maximum de bâtons dans les roues. Mais au bout du compte, tout ce que tu fais, c'est que tu perds les contacts, les contrats commerciaux. Puis quand ils finissent par se développer, ils ont leurs affaires eux-mêmes, puis ils vont le faire eux-mêmes. Puis c'est un gros marché, la Chine. On avait déjà parlé de toute la question du marché intérieur. À partir du moment où tu es capable de faire vivre très, très bien tes compagnies toutes seules, et en plus, se faisant de voler le tiers du marché à tes fournisseurs internationaux, c'est... En tout cas... Bon, pour en revenir à l'appareil dont tu parlais, c'est un twin engine turboprop, donc qui devait devenir un concurrent probablement pour, je présume, ATR et De Havilland? Possiblement, absolument. Ce qui nous amène à parler de De Havilland. Donc, cet appareil-là chinois est clairement retardé par ce problème-là. Ils vont finir par s'en sortir, mais l'appareil était déjà... Tu sais, le développement avait déjà été long et compliqué. C'est une barrière de plus, mais ils vont finir par passer par-dessus. En attendant, De Havilland suspend la production des Q400. T'es-tu vraiment surprise? Non, pas vraiment. De ce qu'on sait présentement, leur carnet de commandes compte 17 appareils. Et ils ont pris la décision stratégique de ne pas produire de Whitetail parce que le marché de seconde main est très vigoureux actuellement. Donc, il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup d'échanges, donc ils n'ont vraiment pas d'intérêt à venir en compétition avec des appareils usagés. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est le moyen de protéger leurs gens et leurs actifs, etc. Mais clairement, les ventes n'ont pas été au rendez-vous pour ce type d'avion-là, ultra performant sur ce type de marché-là, donc intérieur, en gros. Ben, quand cette nouvelle-là est sortie plus tôt cette semaine, moi, j'ai posé des questions, entre autres, à des fournisseurs du programme, tu sais, puis les gens, la version officielle, c'est qu'il y a toujours 17 avions dans le carnet de commandes, OK? Mm-hmm. Mais les fournisseurs, quand ils planifient à l'interne, qui se disent, oh, regarde, ça va être 10 cette année, il y a 7 commandes qui vont tomber, tu sais, ils savent très bien que dans leur gestion du risque, certains fournisseurs ont déjà dit, non, ça ne sera pas 17, ça va être 10 appareils, 10 chipsets, comme on dit souvent dans le domaine. Là. Donc, c'est moins qu'on pourrait croire. Ils ont déjà reçu l'ordre d'arrêter d'envoyer des pièces. Fait que donc, en théorie, ce que ça veut dire, c'est que soit ça va tellement ralentir qu'ils reprendront plus tard puis c'est pas grave, soit que De Havilland avait déjà les pièces nécessaires pour les appareils qui vont sortir. Ouais. C'est pas bon d'un côté comme de l'autre. Puis tu sais qu'ils ne peuvent pas rester à Donzio indéfiniment. Hein? Effectivement, leur bail vient à échéance en 2023. Donc, dans le milieu, on commence à se poser la question de est-ce qu'on est en train de réfléchir plus largement à l'avenir de ce programme-là? Mais on pense pas nécessairement, puis il reste que c'est quand même 2 ans. Là. Juste un actif qui dormirait pendant 2 ans serait quand même... C'est un frais fixe élevé pour quelque chose qui ne sert pas. Là. Ils n'ont vraiment pas d'avantage à aller de ce côté-là tout de suite. Par contre, tu allais dire, André? Oui. Non, vas-y, continue. J'ai complètement perdu l'idée que j'allais... Bon, c'est ma faute. Je prends le blanc, je t'ai fait peur. Donc, tu mentionnais que c'est un actif qui va dormir 2 ans de temps. Puis c'est parce que l'aéroport de Donzio est vendu à un groupe de développement immobilier. L'aéroport ferme en 2023. Là. C'est fini. Il n'y a pas d'option de rachat. C'est ça, c'est tout. Là. En fait, on a entendu parler un peu d'une rumeur, d'un point de vue dans les tranchées qui disent on pense que peut-être ces programmes-là auraient été rachetés pour tuer la production, ou en tout cas avec la stratégie avouée de tuer la production pour ne garder que l'aftermarket. Ouais, ça a été quelque chose il y a quelqu'un qui a avancé ça cette semaine, que dans le fond... Longview puis MHI avaient acheté les programmes d'avions de bombardier, non pas dans le but de maintenir la production, mais de laisser mourir la production, de ne pas réinvestir là-dedans, puis de juste faire des profits sur l'aftermarket. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, André? Écoute, je t'ai dit, j'ai parlé des fournisseurs cette semaine, et moi, le point de vue que j'ai là-dessus, c'est que dans le cas du CRJ, entre autres, ça c'est clair, il y a des fournisseurs du CRJ qui débarquent du programme maintenant qui est plus produit, parce que quand tu fabriques 15, 20, 30 avions par année, tu as un certain volume.
À ça, tu rajoutes les pièces de remplacement. Mais à partir du moment où tu perds le volume des avions neufs, puis tu tombes de 25 pièces par année à 3 ou 5, c'est plus rentable de produire. Il y a plusieurs fournisseurs qui décrochent du programme CRJ en ce moment à cause de ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tes coûts de production grimpent dans le plafond. Fait que même parce que c'est vrai que pour les fabricants d'avions, la revente de pièces usagées, l'aftermarket, le marché après-vente, le service après-vente, c'est payant. Mais là, si produire tes pièces devient tellement exorbitant que tes clients n'achèteront pas parce qu'elles sont trop chères, et là, tu les pousses à acheter des vieux avions usagés et à les cannibaliser. Puis à partir du moment où tes gens commencent à cannibaliser les vieux avions, tu perds le marché de pièces de rechange. Bien là, que les avions aient une durée de vie utile passablement longue, plus longue que des voitures qu'on pourrait utiliser comme une métaphore, je ne vois absolument pas l'intérêt d'une stratégie qui serait de soutenir des avions de legacy. Qui n'existent plus, qui ne sont plus en production. Ça veut dire que clairement, ton marché s'effrite à la vitesse grand V sur les 10 prochaines années. Je comprends pas comment ça pourrait être rentable juste avec l'aftermarket, surtout en parlant du différentiel de coûts que tu viens d'expliquer. Et surtout que quand les avions ne sont plus, quand c'est plus des programmes supportés ou en fabrication, la valeur de revente chute rapidement. Alors, ça devient rapidement plus rentable d'acheter des avions usagés et de les mettre en morceaux que d'acheter des pièces. Absolument. Non, honnêtement, ça, j'y crois pas du tout. Là. Moi non plus. Mais c'est clair que 2021, c'est une année de décision pour The Evelyn puis le Dash 8. Là. On n'avait pas prévu la pandémie pour personne non plus. Ça, c'est un cas en stratégie qu'on appelle un perfect storm. Genre, si une chose du bout du monde arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense pas que leur stratégie d'affaires était basée sur un risque comme celui-là. Là. Mais c'est arrivé quand même. Il n'y avait personne qui avait prévu ça. Exactement. C'en est tout pour les brèves et on va faire un tout petit crochet sur une nouvelle qui est en lien directement avec la COVID. Emirates est en train de tester l'application Travel Pass COVID de l'IATA. Donc, l'objectif de cette application-là, ce serait de regrouper à la même place toutes les informations qui seraient nécessaires pour voyager en temps de COVID. Donc, par exemple, des certificats d'immunisation, des résultats de tests, des lieux de tests pour que ce soit facile de se retrouver. Et même, à la limite, peut-être de l'information de santé. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, si tu as eu des symptômes et des choses comme ça. Tu sais, des obligations de répondre à des petits sondages. Bref. Et là, l'IATA et Emirates sont en train de lobbyer très fort l'Europe pour que cette solution-là soit acceptée at large. Donc, on ait quelque chose qui ressemble à une solution unique qui réduise au maximum la friction pour les voyageurs et pour les juridictions. Donc, pour que tout soit accepté par tout le monde, que ce soit interopérable, donc on soit capable d'interagir avec cette application-là de partout, que tout le monde ait des certificats électroniques qui pourraient se retrouver là-dedans facilement, que l'information qu'on retrouve là-dedans soit automatiquement considérée comme valide par les transporteurs et par les juridictions, et donc, etc. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est vrai que ce serait étonnant, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, si en plus il fallait qu'on ait des solutions compétitrices là-dedans. Donc, à suivre, voir si ça va... ça va pogner. On espère que ça va pogner, mais il y a des petites craintes que tous les pays réussissent à s'entendre. Hein? C'est clair. Au moins, ça a été mené par l'IATA et pas par une entité privée. C'est pas Air Canada qui a décidé d'essayer de pousser sa solution partout. Voilà, c'est un exemple. Air Canada n'a pas de solution, on s'entend. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'avoue que présentement, la situation semble devenir extrêmement critique en Europe et l'idée de simplifier les processus d'échange d'informations au maximum pour faciliter les transferts de voyageurs va probablement être de plus en plus intéressante. D'autant que la question de l'immunisation va arriver très, très, très rapidement dans le décor. Là. On n'en parle pas beaucoup et on dirait qu'on parle beaucoup des nouvelles variantes et tout ça et qu'on considère que ça va continuer de rendre le trafic extrêmement difficile. Par contre, les premières données démontrent que l'immunisation est efficace contre les variantes, donc
à suivre, mais moi, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on commence à se préparer intelligemment à une reprise. Là. Et je sais que je peux avoir l'air toute seule à penser comme ça, parce que tout le monde parle juste de comment ça va aller mal dans les prochains mois, mais on y reparlera, on y reviendra avec les informations que tu as eues d'Avalon, André. Oui. On va faire un petit tour par Renton. Et j'ai ri, parce que je le sais c'est quoi la nouvelle qui s'en vient et que je suis flabbergastée. André, Boeing utilise une stratégie un peu particulière pour essayer d'augmenter la valeur de ses MAX. En fait, pour ceux qui s'intéressent, le site Air Insight a fait une vidéo. C'est une entrevue avec M. Garrick Dechevain, ou en français, Garrick Dechevanne, si vous le prononcez en français. Alors, lui, il est vice-président service aviation commerciale pour la compagnie Collateral Verification. Okay? Donc, c'est un spécialiste de la valeur, d'analyse de valeur des résiduelle des avions ou de la valeur de revente. OK? Il fait de l'évaluation de ça ou de l'évaluation d'actifs. Alors, ce qu'il raconte dans cette entrevue-là, c'est que là, Boeing a 450 MAX qui sont au sol, qui n'ont pas volé dans certains cas depuis 2 ans. Donc, 450 MAX usagés. Non. Parce que Boeing a pris l'option, a dit, ben, écoutez, normalement, l'année de fabrication ou la date de fabrication, c'est celle qui apparaît sur le certificat de navigabilité de l'appareil. Alors, dans le cas des 450 MAX qui sont parqués, aucun d'entre eux n'a reçu son certificat de navigabilité avant les dernières directives de la FAA. Donc, Boeing dit, si le MAX, numéro de série X qui a été produit, qui est sorti de l'usine au mois de juillet 2019, si son certificat de navigabilité est émis au mois de mars 2021, bien, sa date de fabrication, c'est mars 2021. Et là, Boeing dit à ses clients, ben voilà, c'est un avion neuf. Non, on ne peut pas vous donner d'escompte parce que c'est plus un avion neuf. C'est un avion neuf. Fait qu'il y a comme une petite... prendre ses clients pour des caves, prise 2. Ben, en tout cas, il n'y a pas une compagnie aérienne qui va accepter de verser le même prix pour un avion qui a traîné 1 an, 12, 18 mois dehors. C'est pas vrai. Et puis neuf, oublie ça, ça n'existe plus. Mais Boeing tente de préserver la valeur de revente de ces avions, puis de faire remonter le prix un peu. Peut-être que c'est un enjeu de finance par rapport aux actionnaires, en fait, qui ferait que plutôt que de radier des actifs, je vais donner des rabais, puis ça rentre pas dans la même colonne, puis c'est moins pire, tu sais. Je comprends pas ça peut être quoi la stratégie si c'est pas quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens. Oui, parce qu'au bout du compte, si le client ne veut pas payer le prix, t'as beau lui dire ce que tu veux, il ne payera pas le prix. Puis de toute façon, si tu n'es pas capable de les vendre, ils vont rester stationnés puis ils vont continuer à perdre de la valeur. Puis là, ben, fine, tu as eu ton certificat de navigabilité en janvier 2021, super. Puis en janvier 2022, il y a 1 an de plus puis tu n'es pas plus avancé. Là. Ouais. Faut quand même exactement. Le vendre. Oui, exactement. Alors, c'est un gros problème pour Boeing. Là. On sent que la valeur de revente du MAX, c'est un sujet de préoccupation pour Boeing aussi. Et à juste titre. Maintenant, je reparlerai. Tantôt, quand je vais parler de l'analyse d'Avalon, je vous ferai des commentaires sur mes prévisions sur l'avenir du MAX. Peut-être que je vais évoluer un petit peu là-dessus. J'ai hâte de voir. On va faire un tour en Europe. On fait des essais de taxis aériens à Paris cette année. Oui. Alors, il y a un organisme à Paris qui a été formé. Il y a plusieurs groupes là-dedans. Le nom de l'organisme, ça s'appelle Choose Paris Region. OK? Choose Paris Region. Naturellement, c'est en anglais pour une raison qu'on ignore. Alors, pour nos amis de l'Aéromag, petit clin d'œil. Sérieux. On ne peut même pas imaginer ici un organisme au Québec, public, qui choisirait un nom unilingue anglophone. Tu serais crucifié. C'est fini, le lendemain, tout le monde a démissionné du conseil d'administration. Enfin, mais c'est ça. Alors, on va revenir à l'aéronautique comme telle. Alors,
cet organisme-là, qui regroupe entre autres la RATP et Aéroports de Paris, donc le groupe ADP, a pour but de développer, de mettre au point un système de taxi aérien ou de mobilité urbaine. OK? Ce qu'ils vont faire cet été, ils vont faire des essais avec taxi volant. L'objectif, c'est de déterminer un petit peu, pour opérer ça de manière sécuritaire dans une zone urbaine, tu as besoin de quel espace pour les décollages, les atterrissages, les entretiens, l'embarquement, le débarquement, parce que tu as besoin de 5 mètres par 30 ou 200 mètres par 300 pour être sécuritaire. Il faut déterminer ça. Alors, la compagnie qui a été retenue pour les essais de cet été, c'est la compagnie Vélocopter avec le Volocity. Alors, ça, c'est une petite machine qui peut transporter 2 personnes, donc un pilote et un passager. Et pour l'instant, on se concentre pas, on veut pas avoir d'appareil autonome. On essaie des choses avec pilote ou contrôlé au sol. Là. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans ces choses-là. Alors, le petit appareil en question, le Volocity, a 8 moteurs. Il est mis à l'électricité et il a l'autonomie, si ma mémoire est bonne, de 35 à 40 km environ. Et l'objectif, c'est d'avoir un système de taxi volant à Paris en 2030. Ils pensent qu'ils sont capables d'arriver là. Écoutez, quand même! Moi, je suis un gros fan d'aviation, puis c'est sûr que si un jour, prendre le taxi qui roule, plutôt que de prendre un taxi qui roule, je vais prendre des taxis qui volent, je vais être le premier à embarquer là-dedans. On n'a toujours pas réglé le problème de base, qui est le bruit. Parce que... La sécurité. La sécurité, oui, et le bruit. Oublie pas que si tu prends, tu prends 8 tondeuses à gazon, attache-les ensemble, puis fais-les voler 200 mètres au-dessus de la tête des gens. Regarde, on l'a vu tantôt avec l'aéroport de Saint-Hubert, on a de la misère avec les Cessna 150 à 1000 pieds d'altitude au-dessus de Saint-Hubert. Je vois pas comment puis rajoute là-dedans les drones de livraison d'Amazon. Là. Ça va être super. Ouais. Ça vous amène des images des scènes urbaines du 5e élément, là, tu sais? L'autre jour, j'étais au COP, il y a quelqu'un qui faisait voler son drone pour filmer quelqu'un qui faisait du vélo, puis le bruit, c'était tellement agressant, là, c'était comme, sérieux, serre ça. Puis c'était un drone de quoi, une vingtaine de kilos maximum? Ouais. Non, c'était une affaire de 250 grammes, les affaires que tu as posées à licence. Oh mon Dieu Seigneur. Puis ça t'énervait, ça te dérangeait. Oui, mais tu sais, genre, j'ai ma licence d'hélicoptère, un R-22 qui fait du stationnaire en avant de moi, mais je prends la radio et je dis, va jouer ailleurs, là. Ça me met du train, là. Ouais, exactement. C'est pas agréable. Non. Un avion, ça fait un bruit plus agréable qu'un hélicoptère ou un drone qui fait juste virer dans le beurre, là. C'est comme, hey. Ça y est, on vient de partir le débat, bruit d'hélicoptère, bruit d'avion, dans les commentaires. Allez! Ouais. En fait, c'est ça. Alors, mais je suis pas contre le fait qu'on ait des essais parce que si tu essaies jamais, tu n'évolueras jamais. Ah, ça c'est sûr. Alors, je suis content de voir qu'il y a des essais et j'espère qu'on va trouver des solutions intelligentes et qui vont permettre l'implication de ces technologies-là. À suivre. Parlant de situation à suivre, quand même, KLM, pas un petit transporteur de fond de cours de... Ouais. KLM suspend tous ses vols long courrier. C'est parce que j'étais en train de penser à l'album du peuple avec Bob Hartley. C'est une autre histoire. OK. Le président de KLM, M. Bob Hartley, a annoncé... Bon. Là, nos amis français ne savent pas du tout de quoi on parle, mais c'est pas grave. François, c'est le minute du peuple. Possiblement, en tout cas. Ils savent pas c'est qui Bob Hartley, mais ils connaissent les 2 minutes du peuple. OK. Alors, j'essaie d'en prendre mon sérieux. KLM, OK. Ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, le gouvernement néerlandais ont imposé des nouvelles mesures de contrôle pour les passagers et les membres d'équipage aussi sur les vols internationaux, en plus du test de dépistage 72 heures avant le retour. Ils ont imposé un test de dépistage le jour même aussi.
Et là, ce que KLM dit, ben, ça devient ingérable parce que nous, si on a un équipage qui teste positif à l'étranger le jour même, ça implique qu'il ne pourra pas revenir, donc l'avion va rester au sol, ou il faut envoyer des équipages supplémentaires à l'étranger pour garantir des retours. Donc, ils ont dit là, votre affaire, c'est trop compliqué. Clé dans la porte. Alors, depuis vendredi dernier, les vols internationaux sont arrêtés chez KLM. Il ne reste plus que le cargo. Puis, je vais vous avouer que pour le cargo, je ne sais pas comment ils vont fonctionner. Est-ce qu'ils vont avoir des tests de dépistage aussi? Puis, est-ce qu'ils vont être obligés de mettre des équipages en double? Remarquez qu'à partir du moment où il n'y a plus de vols de passagers sur l'international, ils ont peut-être beaucoup d'équipages de disponibles. Mais... Et d'autant plus besoin de vols cargo, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On remplissait une partie des vols passagers, là. Ouais. Et en plus de ça, vendredi dernier, KLM a annoncé qu'elle mettait 1000 personnes à pied de plus suite à cette situation-là. Ce qu'on constate, c'est que le début d'année 2021 est aussi chaotique, ou sinon plus, que celui de 2020. Oui, on s'attendait à un début d'accalmie et tout, puis c'est vraiment pas du tout ça qui se passe là. Moi, je vous prédis que d'ici le mois de mars, les réductions de passagers et de vols, ça va être pire que ce qu'on a connu en 2020. Parti comme c'est là, ça va être pire. Oui, c'est sûr que tant qu'on n'a pas une masse critique de gens qui sont vaccinés, puis des protocoles, comme tu parlais avec Claudia, avec Emirates, pour voyager, montrer patte blanche, ça va faire dur un peu, là. Moi, je pensais que la perspective d'une vaccination quand même très rapide en Occident allait calmer tout le monde et ouvrir des perspectives jusqu'à présent inattendues depuis le début de la pandémie. On dirait que c'est pas ça. Et là, dans le fond, c'est une question de bureaucratie, semble-t-il. C'est particulier. Oui. Donc, la vaccination va prendre plus de temps. Et ce qui arrive, c'est que les pays ne se concertent pas. Donc, tout le monde adapte ses affaires à la pièce. Donc, dans le cas du transport aérien, ça donne un capharnaüm total. Et puis personne ne s'entend. Puis à un moment donné, les compagnies aériennes se tardent et disent, là, je ne vole plus. Tu sais? Et pourtant, c'est essentiel de maintenir des vols du transport intercontinental et pour les passagers aussi. Mais, non seulement pour la situation actuelle, mais aussi pour préparer le retour. À un moment donné, là, tu sais, je suis vraiment pas partisane de voyager à tout prix dans les circonstances. Pas du tout. Je comprends parfaitement les compagnies aériennes et les passagers même qui ont une espèce de frustration puis une confusion de là, vous interdisez les vols ou bien vous laissez les gens voyager, pas entre les deux. Vous pouvez pas me dire que j'ai le droit, puis après ça, me demander de pas le faire. C'est vraiment bizarre, c'est compliqué, puis c'est vraiment financièrement impossible à soutenir. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, André, ça prendrait vraiment une coordination internationale, puis je comprends pas que plus d'un an après le début de cette situation-là, on n'ait toujours pas de plan commun, coordonné, constant. L'OACI a été incapable de jouer son rôle dans cette pandémie-là. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Je pense que tout le monde est tellement concentré à gérer ça à l'intérieur, à gérer les cas d'infection puis tout ça, que le transport aérien, là, c'est comme devenu tellement secondaire qu'il n'y a pas de coordination. Je comprends. On va voir si... Moi, je pense aussi que là-dessus, on est habitué d'avoir les États-Unis qui font on est habitué qu'ils lead le monde, qui ont un jour de ça fait 4 ans qu'ils n'ont aucun lead qui est pris. Ouais. S'il y avait un gouvernement américain qui aurait dit « OK, c'est ça qu'on va faire chez nous, voici ce que je propose qu'on fasse tout le monde ensemble », le monde a rembarqué. Là, c'est chacun pour soi. Il n'y a personne qui a assez de masse, qui a assez de gravité pour attirer tout le monde vers un point commun pour agir. T'as raison, puis ça s'est passé avec plusieurs organismes. La situation avec l'OMS on pourrait y voir un certain parallèle. Là. C'est particulier. Point intéressant. C'était une très bonne observation. Fritz est tout à fait d'accord. Fritz est d'accord, ouais. Autre point, on avait déjà parlé des aéroports régionaux en Europe, comme quoi ils vivaient un peu le même genre d'enjeu qu'on vivait ici. Là, on a une sortie officielle des aéroports européens qui sont en panique actuellement. Donc, une lettre officielle qui a été envoyée le 19 janvier à l'administration de l'Union européenne pour dire, là, vous ne pouvez pas continuer à financer à fond les compagnies aériennes, donc les opérateurs.
à raison d'à peu près 15 fois plus que les aéroports. Puis après ça, de leur dire de ne pas voler ou de créer des situations où elles ne peuvent pas voler, où ils ne peuvent pas voler, ce qui fait que les aéroports n'ont pas le revenu de leur côté, mais ont des frais fixes extrêmement importants, comme c'est le cas d'habitude aux organisations qui soutiennent les infrastructures. Donc là, on demande plusieurs types d'accommodements différents dans ces circonstances-là. Donc, du support avec les frais fixes, une aide à la réouverture des routes parce que toute la question, tu sais, on en a parlé la semaine passée avec la coop. Qu'est-ce qui vient en premier, la demande ou l'offre? Puis comment tu fais pour soutenir cette situation-là? Ce que les aéroports demandent actuellement, c'est de se faire soutenir dans l'offre. Parce que quand on ouvre une nouvelle route, jour 1, il n'y a pas de trafic tant que ça. Par contre, il faut le faire parce que si on l'ouvre jamais, il n'y aura jamais le trafic dessus. Donc, on demande de l'aide à ce niveau-là. J'ai hâte de voir à quel point les législateurs européens vont répondre rapidement. Ils ont un historique d'être relativement vite sur la balle. Mais là, la situation semble être extrêmement préoccupante pour les aéroports. On parle de dommages irréparables qui seraient créés à l'industrie s'il n'y a pas des solutions qui sont trouvées et mises en place rapidement. Ouais, en Europe, comme au Canada, d'ailleurs, on a mis au point, on a implanté, on a privatisé les aéroports, puis on a dit, c'est utilisateur-payeur, sauf que là, il n'y a plus d'utilisateurs, donc il n'y a plus de payeurs pour les aéroports. On a investi massivement. Ce sont des infrastructures qui demandent des investissements importants. Puis là, il n'y a plus personne pour payer les intérêts sur les investissements. Là. C'est vraiment catastrophique comme situation pour eux. Ça a tendance à évacuer toute la question stratégique. Même chose pour l'industrie, d'ailleurs. On a laissé le développement des industries aéronautiques au privé, beaucoup, en Occident. Et puis après ça, quand elles se retrouvent en péril, on commence à se poser à ce moment-là la question de son importance stratégique, mais il est un peu tard. Même chose pour les aéroports. Oui. Absolument. Défense, Olivier. Yes. Al Tejas. Les Hindustan Aerospace Limited, la compagnie d'aviation en Inde, a reçu une commande pour 83 chasseurs Tejas Mark 1A, qui est l'avion qui est au développement éternel. Ça fait 40 ans minimum que c'est en développement cet avion-là. Pour vous donner une idée, les gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble à un Mirage 2000, mais un petit Mirage 2000. Donc, c'est un avion que les Indiens, c'est un monomoteur avec un aile Delta. Donc, c'est un avion que les Indiens veulent faire pour remplacer les MiG-21 et aussi une version, il y a une version pour la force aérienne indienne pour remplacer les MiG-21 et il y a une version pour la marine. Dans ce moment, ce qui a été commandé, ce sont les versions pour la force aérienne. La version pour la marine subit tellement de modifications que ça ressemble même plus à la version originale. Donc, c'est un avion quand même qui c'est intéressant, mais juste le développement de 40 ans, c'est complètement ridicule. Le moteur, au départ, devait être un moteur produit en Inde. Ils n'ont jamais été capables de faire un moteur qui avait de l'allure, qui fonctionnait selon ce qu'ils voulaient faire. Et finalement, c'est GE qui a fourni le moteur. C'est le même moteur qu'un F-18, un GE F404. Donc, 83 avions qui ont été commandés, 73 monoplaces, 10 biplaces. C'est un contrat de 4,6 milliards. Il y avait déjà eu une commande de 40 avions précédemment, dont 20 en 2006 et 20 en 2010. Et là, ils vont se ramasser avec 123 avions. Et la version de la marine continue à être en développement. Il y a des appendices aérodynamiques, des ajouts là-dessus. Il y a comme des pré-canards qui marchent à l'envers de ce qu'on verrait normalement sur la version pour la marine. C'est complètement bizarre, mais ils persistent et signent. Et au-delà de tout ça, les Indiens vont probablement passer une commande pour des chasseurs pour leur porte-avions, soit des Rafales, soit des Super Hornets. Des Indiens qui ont tendance à acheter de tout le monde. Là. On peut s'attendre à ce qu'ils faisaient des Super Hornets. Récemment, il y a eu des photos de Super Hornets qui faisaient des tests sur une rampe. Parce que le porte-avions indien, c'est un porte-avions russe avec une rampe de lancement pour les avions. OK. Mais y a-t-il une date de livraison? Parce qu'après 40 ans, tu dois imposer une date de livraison, c'est comme rien. Non, mais c'est le gouvernement indien qui paye le développement de l'avion. Ça va être prêt quand ça va être prêt. Ah, mais il n'y a pas de subvention à l'industrie. Non, pas, aucune. Tu sais, c'est bien connu. Tout le monde fait ça, acheter des produits à l'avance que tu n'as aucune idée quand tu vas recevoir. C'est comme le GoFundMe. Non, le Kickstarter. Merci, c'est comme le Kickstarter de l'aéronautique.
Ouais, les programmes indiens, la bureaucratie indienne est légendaire pour sa complexité et sa lenteur. Ceux qui pensent que c'est compliqué en France, en Inde, ils pourraient leur donner des cours. Et puis donc, ça fait un développement de 40 ans. Écoute, si ça marche pour toi, go for it. Les AH-64 pour l'Australie. Les Australiens ont acheté des Apache pour remplacer leur hélicoptère Tigre, les Eurocopters Tigre, qu'ils avaient qui étaient en service depuis quelques années. Et les Australiens ont eu beaucoup de difficultés avec la mise en service de leurs Tigres et ils les ont remplacés par des Apache. Donc, les Tigres, au départ, devaient faire une mission de reconnaissance pour l'armée australienne. Et finalement, ils se sont dit, non, c'est trop un paquet de troubles. Malgré le fait que Eurocopter, dans le temps, maintenant Airbus, se dit, on va modifier les hélicoptères, on va les mettre à jour comme ce que les Français ont, la version plus récente. Et ils ont dit, c'est trop de troubles, on fait un nouveau contrat, on veut des nouveaux hélicoptères. Donc, en liste, il y avait naturellement le Tigre qui était en liste pour regagner le contrat pour se remplacer lui-même. C'est bizarre. Le Apache, le Cobra de Bell. Et je crois aussi qu'il y a probablement Leonardo qui devait rôder dans le coin avec l'Augusta 129. Finalement, c'est l'Apache. Première livraison en 2025, opérationnelle en 2029. 29 appareils, 4 milliards. L'Australie, c'est le 7e utilisateur dans la région avec l'Inde, le Japon, Singapour, l'Indonésie, la Corée du Sud et Taïwan. Apparemment, il y a certains opérateurs exploitants de cet hélicoptère-là dans la région qui ne sont pas super satisfaits. J'ai malheureusement pas réussi à trouver de sources sur ces doléances. Dès qu'on j'en aurai, je vais vous en faire part. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les Apache australiens vont être opérationnels en 2029. Ouais, ça m'a fatigué, ça. Le programme américain dont on vous a déjà parlé, le FARA, le Future Attack and Reconnaissance Aircraft, des Américains, va rentrer en service en 2030. Oh, OK. Donc, ils vont se lancer avec un hélicoptère d'ancienne génération et les Américains vont arriver avec une nouvelle machine. Donc, versus, hélicoptère, on va vous donner de l'argent, là, deal with it, là, faites de quoi avec notre hélicoptère, on va le garder jusqu'à ce que FARA vienne soit à échéance, on va acheter une nouvelle technologie. Là, ils sont pas rien qu'une vieille patente. Ouais, ils se sont attachés les deux mains. Mais c'est moins risqué. Nouvelle technologie américaine? Je sais pas, pour vrai. Ben, le Tigre est correct aussi. Ouais, OK. Puis ils étaient déjà en service, tout le monde était déjà entraîné, l'infrastructure était développée. Il aurait juste pu dire, OK, ben, on va vous donner un contrat, puis arrangez-vous que ça marche, là. Mm-hmm. L'autre chose, Olivier, pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que quand il s'agit du militaire, il y a un aspect qui revient souvent, livraison du premier appareil en 2025, opérationnel en 2029. Là, les gens, c'est bien long, mais ça, il y a des requis militaires spéciaux qui font que c'est long à mettre en service. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Ben, souvent, ce qui va arriver, c'est que les premiers hélicoptères vont arriver, ils vont entraîner les mécaniciens, après ça, ils vont entraîner les pilotes, après ça, ils vont entraîner le monde sur la rampe, patati patata, ils vont bâtir un cadre de pilote initial, puis des instructeurs, après ça, ils vont entraîner d'autres pilotes, puis en même temps, ils livrent des hélicoptères. Okay, ils vont en avoir assez, ils vont avoir un escadron qui est opérationnel, après ils vont avoir un autre escadron opérationnel. C'est pour faire tout en gradation, comme les militaires ils disent, l'expression, c'est ramper, marcher, courir. Mais est-ce que 4 ans, c'est standard? Ouais, c'est assez standard, surtout que c'est pas un produit qui a une cadence de production de 60 par mois comme un Airbus 320. Là. OK. D'accord. Ça permet d'étaler les paiements aussi. Ça permet que le Boeing qui fabrique les hélicoptères reçoit de l'argent sur une plus grande distance, tout ça. Là. Je pense que c'est correct aussi. Là. OK. L'espace, Olivier. Qu'est-ce qui se passe avec Virgin Orbit? Il se passe des choses vite. SpaceX a fait un lancement cette semaine. La fusée qui a volé, c'était son 8e lancement. Donc, il s'approche des 2 chiffres pour une fusée, pour un vol. OK. Donc, ça, c'est cool. Virgin Orbit, c'est vous qui avez eu un lancement catastrophique il y a 8 mois. Il y avait leur fusée qui avait explosé, on vous en avait parlé. Eux, ils lancent leur fusée à partir de 747. Un peu comme Orbital ATK, maintenant Northrop Grumman, avec leur L-1011, leur ancien avion d'Air Canada, qui largue une fusée pour mettre en orbite des microsatellites. Ouais. Donc, le 17 janvier, Launcher One, qui est la fusée de Virgin Orbit, a atteint l'orbite avec 10 CubeSat. Ils avaient autour de 220 quelques kilos comme charge utile, mais la fusée peut amener jusqu'à 500 kilos en orbite basse.
standard ou 300 kg sur une orbite polaire, donc qui va surveiller l'épaule. L'avantage de lancer une fusée à partir d'un avion, malgré le fait qu'on peut penser que c'est complètement fou, que c'est comme, mais voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? 25% du poids de l'atmosphère est sous 10 000 pieds. 50% du poids de l'atmosphère est sous 18 000 pieds. Donc, si on arrive à monter à 30 000 pieds avec la fusée, ben c'est toute cette couche d'atmosphère-là que la fusée n'a pas besoin de traverser, ce qui prend énormément de carburant et qui est risqué dans le sens où la fusée subit beaucoup de pression de par l'atmosphère. Donc, si on prend l'avion pour l'amener à 30 000 pieds, ben on est déjà au-dessus de 50% de l'atmosphère. Donc, c'est beaucoup plus efficace de le faire avec un avion, dans ce cas-ci, 747, que de le faire avec la fusée et ses moteurs. Fait intéressant, l'avion qu'escortait 747 pour filmer tout ça, c'est un CF5, un Canadair. Ah, OK. Ça était fabriqué par Canadair? Oui, c'est un CF5, qui est un ancien effort canadien qui est rendu, qui appartient à Virgin Orbit. Oui, et question comme ça, quand il accroche la fusée sous le 747, est-ce que tu sais s'il utilise le même emplacement que le pylône qu'il y avait pour transporter un moteur d'extra sur le 747? Je ne crois pas parce que l'avion a été modifié, mais de fond en comble. Ils ont peut-être parti de cet emplacement-là, mais ils ont comme tout changé la structure. Oui, c'est certain que le pylône n'est pas le même. Puis dans le fond, cette technique de lancement-là, tu vas être limité, ta fusée, la masse totale de ta fusée va être limitée par la capacité de l'appareil qui va monter en altitude, finalement. Oui, mais ils ne cherchent pas à envoyer des humains autour de Mars avec ça. Là. C'est pas ça. Non, c'est vraiment... C'est de fournir un service de lancement à faible coût. L'autre avantage, c'est que, j'ai mes satellites, je les ai construits en Malaisie, je veux pas les envoyer à l'autre bout du monde, ben, l'avion de Virgin Orbit va se déplacer en Malaisie avec la fusée. Ils vont l'assembler sur place, ils vont faire le lancement directement de là. Un point de vue commercial, c'est intéressant. Là. Mm-hmm. C'est vraiment une bonne chose. Puis les lancements polaires, ils peuvent se déplacer au-dessus de l'océan, ils peuvent aller en haut des vents, ils peuvent s'éloigner des... Ils sont moins dépendants de la météo et tout. Mm-hmm. Oh, c'est vraiment un bon concept. Donc, moi, je suis vraiment content de voir que ça a fonctionné. Intéressant. OK. Puis moi, quand j'ai lu l'article à propos de ça, où il parlait des CubeSats, là, je me suis mis à dire, dans quelques années d'ici, les CubeSats vont être dotés d'intelligence artificielle. Puis à un moment donné, les CubeSats, ils vont se rendre compte que s'ils se regroupent ensemble, ils sont plus efficaces. Puis dans 200 ans d'ici, la Terre va être attaquée par un cube gigantesque parce qu'ils vont vouloir nous assimiler. Toi, tu parles des Borg, hein? OK, André. Et un autre suivi à faire de M. Soleil. D'accord. Tu mettrais ça dans mes prévisions. Parlant de prévisions, on passe au dossier spécial. Oui. Les prévisions d'Avalon. OK. Alors, la compagnie de crédit bail Avalon a présenté ses prévisions pour l'année 2021, mais surtout pour les années à venir sur le marché de l'aviation. Pour ceux qui ne savent pas qui est Avalon, donc c'est une société ou une compagnie de crédit bail. Elle a en location ou en gestion 842 appareils qui sont présents dans 115 compagnies aériennes. Donc, si tu veux savoir quelle est la tendance, qu'est-ce qui s'en vient, c'est une entreprise qui est bien placée parce que souvent, les compagnies aériennes négocient longtemps en avance leurs achats ou leur renouvellement de baux. Donc, ils sont un petit peu au courant de ce qui se passe. La première partie de l'étude fait le bilan de l'année 2020, de la désastreuse année 2020, en fait, qui a mis un terme à ce qu'on appelle le Super Six, c'est-à-dire qu'après 2003, après le SRAS, il y avait eu le 11 septembre 2001, après ça, le SRAS, l'industrie du transport aérien a connu beaucoup de difficultés. Puis après ça, on a connu un super cycle de croissance qui s'est arrêté l'an passé. L'an passé, il y a eu 50 faillites de compagnies aériennes qui représentent grosso modo 5% de la capacité mondiale. Puis il y a eu plus ou moins 1500 appareils qui ont été remisés durant l'année 2020. Et les compagnies aériennes au niveau mondial ont enregistré un déficit total de 138 milliards de dollars. Mais pour faire face à l'année 2021, puis les besoins de liquidité, les compagnies aériennes mondiales, au niveau mondial, ont été chercher 220 milliards de dollars de dettes supplémentaires par rapport à 2019. Fait que
Ça, c'est les impacts là, qu'on a connus avec 2020. Avalon s'attend à une première moitié de 2021, mais complètement chaotique. Je vous en ai glissé un petit mot tantôt. C'est parti pour être pire que c'était l'an passé, les réductions de vol, les coupures de vol. Février et mars, là, ça va être très difficile à suivre. Il y a beaucoup... Les gens s'énervent un peu aussi, puis t'as les nouvelles variantes de la COVID-19 qui sont plus contagieuses. Donc, c'est pas tellement que les gens meurent plus, mais comme c'est plus contagieux, tu vas avoir plus de morts, forcément parce que tu as plus de contagion. Donc, les gouvernements doivent absolument juguler cette contagion-là avant que suffisamment, pour permettre de vacciner suffisamment de gens, tu comprends? Alors, probablement qu'on va avoir beaucoup plus de mesures, des mesures beaucoup plus sévères au niveau du voyage international cette année qu'on en a eu l'année passée. Donc, ça va être une année difficile. Ce que Avalon dit, c'est qu'une fois qu'on va avoir vacciné suffisamment de monde, qu'on va recommencer à relâcher les contrôles ou les contraintes. Les contraintes, merci Claudia. Le trafic de passagers va reprendre. Donc, deuxième moitié de 2021, un fort rebond de la clientèle, surtout ce qu'on appelle communément dans l'aviation, là, les VFR, les Visiting Friends and Relatives. Les gens se sont beaucoup privés de contact depuis un an. Et quand tout va redevenir à la normale, quand la crainte et la tension, l'anxiété liée à la COVID-19 va rebaisser, puis que les contraintes vont rebaisser aussi, il faut s'attendre à ce que les gens veuillent se voir. OK? C'est un besoin humain. Donc, ça, ces gens-là vont être là. Et aussi les touristes, là, donc ce qu'on appelle les déplacements là, de vacances. Voyons, je suis en train de chercher le mot français pour... Les vacanciers ou les touristes, tu voulais dire? Oui, les vacanciers, ouais, les destinations voyage ou les destinations vacances, ouais. Mm-hmm. Le grand absent de 2021, ça va être encore une fois le passager, le déplacement pour affaires, OK? D'ailleurs, la semaine passée, John Ostrower a dit une belle petite expression. Il a dit que tant et aussi longtemps que la clientèle à affaires revient pas dans le transport aérien, toutes les compagnies aériennes sont des low cost. J'ai entendu que Delta avait 40% de sa clientèle à affaires qui disait qu'elle allait voyager dès qu'elle pourrait. C'est quand même pas beaucoup, là. Ouais, c'est pas beaucoup. Puis l'étude d'Avalon sépare un petit peu. D'abord, elle explique que dans le fond, 10% des passagers, la clientèle à affaires, c'est 10% des passagers, mais 30% des revenus. Donc ça, c'est une vérité. Et quand on va vérifier c'est quoi la clientèle à affaires, dans la clientèle à affaires, il y a 30% des déplacements, c'est pour des réunions internes à une entreprise. Donc, les multinationales qui organisent des réunions entre personnes, puis tout ça. Ça, ce 30%-là, la COVID-19 a été remplacée par les plateformes Internet. Donc, ces réunions-là ont quand même eu lieu. C'est sûr que le contact direct entre individus, le transfert de connaissances, ça se fait toujours mieux en personne que par Internet. Donc, ça va revenir éventuellement, mais probablement pas à ce que c'était avant. Ce qui va reprendre un premier, probablement en 2022, la clientèle affaires, c'est le contact avec les clients, aller voir les clients, puis tout ça. Tu sais, le soutien technique, oui, absolument. Le soutien technique, on prend l'exemple de Pratt & Whitney, qui a un gros département de soutien technique, et il y a beaucoup de techniciens à Montréal qui voyagent internationalement. Ça va revenir. Ça va revenir. Si tout allait voir, non, va voir, tu t'arrêtes pas de me dire tout va bien, puis c'est n'importe quoi, tes histoires, je m'en viens voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Exactement. Ça va rester, ça. Absolument. Donc ça va rester, mais ça va être un petit peu plus long. On parle plus. Avalon s'attend à ce que ça prenne jusqu'en 2024 avant qu'on aille retrouver les volumes de 2019. C'est à peu près un consensus général. L'impact de tout ça sur les compagnies aériennes, maintenant, il faut avoir des horaires de vol ou des cédules de vol plus flexibles. Il faut être capable d'ajouter des vols puis d'en retirer selon les variations de la demande. C'est ça le défi de 2021. Il va falloir qu'il y ait des ajustements réglementaires un peu, parce qu'en Europe, toute la question de garder tes créneaux puis garder tes... Ouais. Ça ne pourra pas rester comme c'était là. Ouais. Ça ne peut pas rester, donc il faut qu'il y ait de la flexibilité dans le système.
comme c'est puis il faut reconfigurer les réseaux en fonction de la nouvelle réalité. Tu as moins de clientèle à faire, tu as moins besoin d'interconnexion, tu as plus besoin de vol direct à ce moment-là. Puis comme si la clientèle VFR et de vacances qui va revenir, c'est la clientèle la plus sensible au prix. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une pression à la baisse, encore une fois, sur les prix. Et les gens qui disent que le prix des billets vont monter, là, il y en a encore qui disent ça. Là, regarde, de quoi vous me parlez? Là? Ça n'a pas monté le prix des billets depuis 10 ans, ça ne montera pas dans les prochaines années. Il n'y a plus de passagers. De toute façon, si on est déjà dans une logique de perte 2-3 mois de plus le temps de booster la demande, je pense pas que ce soit un enjeu tant que ça. Tu as tout à fait raison. L'autre chose intéressante, par contre, pendant la pandémie, les compagnies aériennes ont remisé les avions les plus vieux, ils ont gardé les plus neufs. Donc, la consommation de carburant par siège, par kilomètre disponible, a baissé de 10 à 20% en moyenne dans la dernière année pour l'ensemble des compagnies aériennes. Donc, on a beaucoup réduit, on a gagné beaucoup d'efficacité énergétique. Quand même, hein? Mais ça ne veut pas dire que l'environnement ne redeviendra pas un enjeu. Au contraire, une fois que la pandémie va être passée, l'environnement va devenir un enjeu pour l'industrie du transport aérien. Absolument, mais on a pu placer certaines initiatives pendant ce temps-là, dont ce qui se passe en Europe avec l'avion écologique et tout, l'hybride, bon. On a fait des avancées. Les faillites des compagnies aériennes, le retrait des vieux avions fait en sorte que la flotte qui est là en ce moment, c'est une flotte qui est récente, et quand la demande va regrimper, les compagnies aériennes vont être capables d'utiliser de façon plus intensive ces appareils-là. Donc, il va y avoir une augmentation dans l'utilisation des appareils existants. Ils vont être plus utilisés, ils vont faire plus de vols, donc elles vont être, entre guillemets, plus rentables. Avolon a regardé aussi du côté des fabricants. Du côté des fabricants, ils sont pas tant, ils ont dit la production des 10 dernières années était déconnectée de la demande réelle. On a trop produit d'avions. Et là, ben, on a une partie. L'ajustement se fait en 2020. Talk about a reality check. Ouais. Puis là, ben, ils disent, en ce moment, là, comme on a beaucoup investi pour augmenter encore la capacité de production dans ces dernières années, il y a certaines parties de la chaîne d'approvisionnement qui est en sérieuse difficulté. Et là, ça va être le souci 2021-2022. C'est encore le souci d'Airbus et de Boeing, ça, la chaîne d'approvisionnement. C'est clair qu'en ce moment, Airbus a un net avantage sur Boeing, surtout dans le monocouloir avec l'A321. Et les gens d'Avolon disent, ben, comptez pas le max pour battu puis hors circuit. Il y a peut-être encore des possibilités qui reviennent. Je vais ajouter un petit peu là-dessus. Je sais, j'ai déjà dit que le max est mort, c'est un avion qui est fini. À partir du moment où Boeing est capable décide d'écouler ses avions à un prix relativement bas, puis qu'il y a eu beaucoup de mises à la retraite l'an passé, c'est possible qu'en 2022-2023, on voit un certain regain d'intérêt pour le MAX. Il n'est pas aussi mort que je le pensais, autrement dit. Il y a peut-être une possibilité. J'ai hâte de voir. Mais je ne pense pas qu'ils vont être capables de faire des profits sur ce programme d'avion-là, en tout cas pas dans les 5 prochaines années. Mais ça reste à voir. Avolon dit que pour la décennie 2020, il n'y aura pas de nouveau programme d'avion. D'ici 2030, là, il n'y aura rien de nouveau. Puis ils disent, oubliez ça, là, un remplaçant du MAX, là, ça ne sera pas annoncé avant 2030. Les fabricants vont avoir besoin d'améliorer leur rentabilité ou leur marge bénéficiaire avant de se lancer dans des... De toute façon, c'était pas commencé. Qu'on s'entend que dans le meilleur des cas, 7-8 ans, puis ça, c'est quand la situation est normale puis qu'on a du cash flow en masse, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Fait que puis pour les longs courriers, donc bonne chance les fabricants, les longs courriers, ça va être long avant que la demande revienne. Pour des longs courriers, il y avait déjà un gros surplus dans l'offre des longs courriers depuis plusieurs années. Donc, il y en a trop. Il y en avait trop en 2019 et c'est sûr qu'il y en a encore beaucoup trop en 2021. Tout ça pour dire que Avolon a fait 6 prévisions. OK? Bon, alors la première, je vous en ai parlé un petit peu, donc reprise rapide dans la deuxième moitié de 2020, mais pas de retour à la normale
avant 2024. Ils disent que les grandes compagnies aériennes vont survivre, mais que les low cost ou les opérateurs à beaucoup vont exceller. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord avec eux. J'ai hâte de voir. Et je vais vous expliquer rapidement. Au cours des 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait avec nos transporteurs aériens nationaux? On les a privatisés, puis on a dit, débrouillez-vous, opérez, puis on ne veut plus vous subventionner, vous devez être autonome financièrement, vous devez vous financer. On a pas arrêté, pas vrai qu'Air France a pas reçu d'argent de l'État dans les 20 dernières années, mais on a beaucoup réduit l'aide de l'État, d'accord? Pendant ce temps-là, les transporteurs à rabais, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir les gouvernements régionaux et locaux, ils allaient voir les petits aéroports, puis ils se faisaient pratiquement ils ont pratiquement éliminé les frais d'atterrissage ou les frais d'utilisation aéroportuaire en disant au gouvernement local, on va t'amener des passagers, des touristes, on va contribuer à l'économie. Fait que ce sont des subventions détournées, on comprend-tu? C'est plus l'État, mais c'est les gouvernements ou les paliers de gestion régionale ou locale qui ont mis de l'argent ou qui ont aidé les low cost. Le modèle d'affaires des low cost, c'est pas vrai que c'est un modèle 100% privé où il n'y avait aucune intervention étatique ou de l'aide. Il y en avait. Il y en a encore. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va ramener les transporteurs nationaux à pied d'égalité. Ils vont probablement même recevoir plus d'argent que les transporteurs à rabais. Donc, ça va être une lutte féroce, mais je suis pas certain que les transporteurs à bas prix vont s'en sortir si bien que ça, à mon avis. Parce que là, ils vont devoir eux autres aussi, puis si on aide les aéroports, qu'on réduit les frais aéroportuaires pour les gros aéroports pour les grands transporteurs, ça va être aussi un gros coup de main une concurrence qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir. Exactement. Ça va. Alors, voilà fin de la parenthèse, comme dirait l'autre. OK. Mais c'est intéressant tout ça. Ça fait quand même. Oui. Oui, bien, il reste 4 prédictions à faire. Oh mon Dieu. Je vais les passer rapidement. Oui. J'y vais rapidement. Alors, il prévoit qu'il va y avoir plus de nouvelles compagnies aériennes qui vont démarrer en 2021 qu'il va y avoir de faillites. C'est intéressant. 2/3 des nouveaux avions livrés aux compagnies aériennes dans les prochaines années, ça va être en crédit bail plutôt qu'en financement ou en propriété propre. C'est pratiquement le double de ce que c'était avant. Une décennie sans avion, je l'ai prédit, puis je l'ai dit, puis la dernière prédiction, c'est que l'environnement va revenir au cœur des enjeux du transport aérien. Ce qui a beaucoup de sens. Oui, alors voilà. À suivre. C'est pas tout à fait M. Soleil, mais quand même, on va faire des suivis sur ces prédictions-là parce qu'on a beaucoup d'informations contradictoires dans le marché puis entre les analystes. Là. C'est intéressant. Oui. Super. Eh bien, là-dessus, chers auditeurs, merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était Claudia Ouellette. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.